sommes le dimanche 11 novembre, bienvenue dans le 20h. Merci à tous de suivre RTI 1, les titres. Les dirigeants du monde entier ont commémoré ce dimanche aux côtés du président français le centenaire de l'armistice 1918, symbole de la fin de 4 années de guerre destructrice. Le chef de l'État ivoirien a pris part à la cérémonie officielle à l'Arc de Triomphe. Des investissements plutôt que de l'aide, c'est l'esprit de la première édition du Forum Africa Investment qui se tient depuis ce mercredi à Johannesburg, en Afrique du Sud. Plateforme pour faciliter les contacts entre investisseurs et décideurs politiques. Ouverture du sommet de l'innovation à 9h dans le centre de la France. Les start-up et les entreprises dans le domaine de l'innovation de 11 pays dont la Côte d'Ivoire y sont réunis. À l'ouverture, la France s'est engagée aux côtés de la Côte d'Ivoire pour la modernisation de son administration. Le porte-parole de la présidence gabonaise a donné des informations sur la santé du chef de l'État. Ali Bongo Ondimba est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques et il continue d'exercer ses fonctions. Bonsoir à tous. Plus de 70 chefs d'État et de gouvernement du monde entier ont pris part ce dimanche à la commémoration du centenaire de l'armistice à l'Arc de Triomphe, l'un des monuments les plus emblématiques de Paris. Le chef de l'État ivoirien était à ce grand rendez-vous. Jérôme Kofi Abolin, envoyé spécial de RTI 1 à Paris. Point de rassemblement des personnalités pour cette cérémonie de commémoration du centenaire de l'armistice en ce dimanche 11 novembre 2018, l'Élysée à Paris. Il est précisément 10h20 quand le président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara, accompagné de son épouse, Dominique Ouattara, y est accueilli à son tour par le président français Emmanuel Macron, à l'instar des autres chefs d'État et de gouvernement présents dans la capitale française pour l'événement. Il s'agit pour ces dirigeants venus de partout de rendre une fois de plus hommage aux soldats tombés pour la patrie il y a un siècle, en d'autres termes, 100 ans, jour pour jour après le traité signé à 11h le 11 novembre 1918 entre les belligérants, mettant ainsi fin à la guerre 14-18 à l'échelle mondiale. Sur la place de l'Arc de Triomphe choisie pour cette commémoration, le président Emmanuel Macron, qui en est l'hôte, invite les uns et les autres à tirer les leçons de l'échec de la Société des Nations SDN, née après cette guerre, et à poursuivre le dialogue qui, à ses yeux, constitue le ciment de l'entente. Voyez tant de vos dirigeants rassemblés. Chacun d'eux mène à sa suite sa longue cohorte des combattants et des martyrs issus de son peuple. Chacun d'eux est le visage de cette espérance pour laquelle toute une jeunesse accepta de mourir. Celle d'un monde enfin rendu à la paix, d'un monde où l'amitié entre les peuples l'emporte sur les passions guerrières, d'un monde où la parole des hommes doit parler plus fort que le fracas des armes. Pour le président français qui, par la suite, a rallumé la flamme du soldat inconnu, ce rassemblement ne doit pas être celui d'un jour, mais plutôt celui de la construction de la paix en permanence. Et le président Emmanuel Macron d'indiquer pour terminer que ce moment du souvenir de ce sacrifice doit exhorter les dirigeants de ce monde à être plus dignes. Et pour clore ces hommages du centenaire de l'armistice de 1918, le Forum sur la paix de Paris s'est ouvert ce dimanche. L'objectif est de mettre le dialogue au cœur de la diplomatie pour un ordre mondial plus apaisé. La Côte d'Ivoire commémore aussi ce dimanche la fin de la Première Guerre mondiale. La célébration officielle a eu lieu dans la commune du Plateau. Des gerbes de fleurs ont été déposées au pied du monument aux morts en mémoire des victimes. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. 11 novembre 1918, 11 novembre 2018. 100 ans que la Première Guerre mondiale qui a vu la défaite de l'Allemagne nazie a pris fin. Les autorités françaises et ivoiriennes présentes à la place du monument dédié aux morts pour déposer des gerbes de fleurs à la mémoire des combattants tombés sur le champ de bataille. La présence militaire est assurée par plusieurs sections de l'armée, le bataillon de commandement et de soutien, le groupement ministériel de moyens généraux, le détachement des forces françaises en Côte d'Ivoire et les enfants de troupes de l'école militaire préparatoire technique de Benjeville, EMPT.
L'événement en l'honneur des anciens combattants est chargé de souvenirs. La Côte d'Ivoire a pris une part active dans cette guerre. Il y a été recruté 22 944 tirailleurs. 18 790 sont allés se battre là-bas. 3 467 seront tués et 763 portés disparus. Les anciens commandants que nous sommes, nous œuvrons tous pour ce qu'on appelle la paix. Une médaille a été décernée par l'attaché de défense auprès de l'ambassade de France en Côte d'Ivoire à un des anciens combattants pour son parcours remarquable au front. Je suis le conducteur de chars de combat à l'Indochine en Algérie. Un jour, je suis tombé dans un biscal, on a tué un tireur qui est à côté. C'est l'avion qui est venu, l'avion B-26 qui est venu me libérer dans les mains. C'est à cause de ça que j'ai eu des médailles là. Les représentants du ministre d'État, ministre de la Défense et l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire ont souligné que les hommages à l'endroit des anciens combattants ne tariront pas. Que les jeunes d'aujourd'hui n'oublient pas le sacrifice de leurs aînés. La dette que nous avons contractée envers les anciens combattants, que ce soit ceux de 14-18, que ce soit ceux de 39-45, cette dette, elle est éternelle. Bien qu'absents, nous devons avoir pour eux, dans nos cœurs, une pensée, dans nos idées, une pensée. Et dans tout ce que nous faisons, nous devons avoir une pensée pour ces gens qui se sont battus pour nous. À l'origine de la Première Guerre mondiale de 1914 à 1918, l'assassinat de l'héritier du trône d'Autriche, l'archiduc Franz Ferdinand le 28 juin 1914 à Sarajevo par Gravilo Principe. L'assainissement et l'amélioration du foncier urbain sont en tête des attentes des populations de Yamoussoukro et donc en bonne place dans le nouveau plan stratégique du ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme. Il se repartit en 4 axes principaux et face à la presse, le ministre Bruno Nabagné-Koné a expliqué ce nouveau plan stratégique. Léon Brou. Prolifération de quartiers précaires, urbanisation accélérée. Pour arrêter l'hémorragie, une résolution, assainir et améliorer le foncier urbain. Dans l'agenda du ministère de la Construction, densification de l'habitat, régénérescence des centres-villes, aussi anciens comme Cocody-Danga. À Trècheville, à Koumassi, à Djamé, etc. Donc l'idée c'est de travailler à redonner une autre vie, à moderniser ces endroits-là. Densifier l'habitat, ça veut dire justement aller de moins en moins loin. Là où, par exemple, nous avions une 50aine de maisons à Danga, il va en sortir pratiquement 200 appartements. Et par ailleurs, construire en hauteur coûte moins cher. Ce projet s'étend à la restructuration des quartiers précaires, environ 100 pour la seule ville d'Abidjan, par exemple. Faire en sorte qu'il y ait les voiries primaires, donc les VRD, dans certains cas faire même en sorte qu'il y ait l'eau potable, qu'il y ait l'électricité, pour que ces personnes qui sont obligées de vivre là puissent y vivre plus décemment. Nous avons déjà commencé à travailler avec certains bailleurs de fonds qui sont tout à fait disposés à nous accompagner. J'ai bon espoir que les conventions seront signées avant la fin de cette année, que les études seront achevées avant la fin de cette année, de façon à ce que ces travaux puissent démarrer dès le début de l'année prochaine. Précision, 5 quartiers précaires d'Abidjan concernés par le projet pilote. Mieux, tous les bidonvilles ne subiront pas cette restructuration. Elle tient compte de critères. Là où cela est possible, sans mettre en risque la sécurité de ces personnes, là où cela est possible, sans faire de distorsion à nos plans d'urbanisme. Aux inondations de quartiers et effondrements d'immeubles sont aussi prévues des réponses. En termes de surface, en termes de hauteur, sur une pente, donc toutes les constructions avec un certain nombre de complexités, nous allons imposer le recours à des ingénieurs conseils pour que la construction se passe bien et que les personnes qui vont y loger plus tard soient en sécurité. Outre ces mesures pour améliorer le cadre de vie, d'autres pour redorer l'image du ministère de la Construction, sécurisation et simplification des procédures et délais d'établissement des actes notamment. Le sommet international de l'innovation s'est ouvert hier samedi en France. C'est une plateforme qui réunit les start-up et les entreprises dans les domaines de l'innovation de 11 pays, dont la Côte d'Ivoire, qui représente le continent africain.
Mamadou Kwasi. Un box médical pour des autoconsultations, des drones de sécurité et de santé, une plateforme d'interopérabilité à base de logiciels libres. Nous sommes à 9h pour la première édition du Sommet international de l'innovation en ville médiane. Plusieurs start-up et entreprises du Québec, de l'Israël, de l'Arménie, du Portugal et de la France ont fait le déplacement pour présenter leur savoir-faire en termes d'innovation. Pour cette première édition, il s'agit de redynamiser les compétences pour les mettre au service des collectivités, mais aussi des administrations. L'innovation et les concepts de ville et de territoire intelligents sont les chances de réinvention de nos villes médianes et les moyens de les redynamiser et de leur redonner de l'attractivité. La Côte d'Ivoire, à l'image de plusieurs pays invités, est représentée par la ministre de la modernisation de l'administration et de l'innovation du service public. Le docteur Raymond Goudou Kofi a saisi l'occasion pour présenter les efforts de la Côte d'Ivoire dans cette nouvelle dynamique de développement. Pour pouvoir avancer, il faut s'inspirer des expériences des uns et des autres. Et on parle de ville médiane, c'est vrai, je ne suis pas maire, mais vous voyez, tout ce que nous avons vu ici s'applique automatiquement même à chaque département ministériel. Et nous pensons pouvoir vraiment capitaliser là-dessus pour permettre à notre département ministériel de très vite se développer, de se mettre au service du citoyen et puis en même temps de permettre au gouvernement ivoirien d'accéder à une forme plus dynamique, n'est-ce pas, de son administration. Ces efforts seront appuyés par la France qui s'engage à renforcer sa coopération avec la Côte d'Ivoire dans le domaine de la modernisation de l'administration. Très important parce que quand on modernise l'administration, on change la façon de respecter les citoyens. Mieux on modernise, plus on est sain, plus on sécurise, plus on rend accessible, plus on donne à chaque citoyen la capacité de mieux être servi par son État. En France, ça fait près de 15 ans qu'on est dans un grand processus de transformation. Nous réfléchissons à comment, avec toute cette expérience que nous avons eue, comment on peut échanger sur les expériences qu'on a eues. Le Sommet international de l'innovation en ville médiane, CIVIM 2018, réunit 11 pays participants et 5 délégations ministérielles. Ces 3 jours de rencontres seront meublés de découvertes technologiques, de panels et de conférences, avec à la clé l'inauguration de l'incubateur de la ville de Nevers. Une autre rencontre internationale nous conduit à Johannesburg, en Afrique du Sud. Le Forum pour l'investissement pour l'Afrique est une plateforme pour faciliter les contacts entre investisseurs, décideurs politiques et aussi entreprises. Jean-Luc Mangbo est notre envoyé spécial à Johannesburg. D'un côté, les délégations gouvernementales en pleine opération de séduction. De l'autre, les entreprises, elles qui vantent leur savoir-faire. Et au milieu, les investisseurs en pleine prospection. Le Santon Convention de Johannesburg, qui abrite depuis mercredi le premier forum africain des investissements, est un véritable centre des affaires. Aujourd'hui, nous avons lancé la deuxième génération du programme national d'investissement agricole, qui doit être basé sur l'investissement privé en particulier, d'où notre présence ici. Le déficit d'infrastructures en Afrique est tellement important qu'il faut en fait des institutions comme les nôtres et d'autres pour essayer de résorber ce déficit. Et ce qui est important avec le forum investissement auquel je participe aujourd'hui, c'est que c'est un forum qui est une plateforme pour permettre en fait d'accélérer la mise en œuvre des projets d'infrastructure parce que ça prend trop de temps de mettre en œuvre ces projets. Et nous, on est très heureux de pouvoir montrer le dynamisme d'une grande partie de l'économie et de montrer aussi que l'Afrique va de l'avant. La CNPS aujourd'hui est une institution qui mobilise énormément de financement. Mais tout cet argent, il faut l'investir dans l'économie. Donc il faut le faire avec des partenaires financiers crédibles. Il faut le faire avec des entreprises qui ont envie d'investir crédibles. Si les uns doivent convaincre qu'investir chez eux est rentable, les autres, eux, veulent éviter de prendre trop de risques. Ils veulent être sûrs que cela va leur rapporter de l'argent. Tous saluent néanmoins cette initiative de la Banque africaine de développement. Nous avons rencontré les Zimbabwéens, nous avons rencontré les Kenyans, et tout ça, c'est pour créer le lien entre les hommes d'affaires de l'Afrique, pour faire en sorte que le commerce africain, entre Africains qui est aujourd'hui à 10%, puisse connaître une évolution. Il faut que nous, en tant qu'Africains, on puisse changer déjà la donne et qu'on puisse parler de notre continent de façon différente et expliquer que le risque qui existe en Afrique, il est égal au risque qu'il y a dans toutes les autres juridictions. Ça permet d'attirer les investissements étrangers. Et je pense que les Africains commencent à avoir non seulement confiance en Afrique, mais de savoir qu'en fait qu'on peut avoir en main notre destinée. On a besoin de l'étranger, mais il y a beaucoup de choses qu'on peut faire à l'intérieur de l'Afrique.
L'un des objectifs de ce forum étant de convaincre les Africains eux-mêmes de placer leur argent sur le continent. Le magazine de ce dimanche s'est quant à lui intéressé à l'environnement des affaires en Côte d'Ivoire, au Doing Business, un référentiel comparatif mis en place par la Banque mondiale pour mesurer et encourager la facilité de faire des affaires dans les pays. La Côte d'Ivoire fait aujourd'hui partie du top 10 des pays les plus réformateurs dans le Doing Business 2019. Le secrétaire d'État auprès du Premier ministre chargé de la promotion de l'investissement privé était sur le plateau du magazine de ce dimanche. Un extrait de son entretien avec Alvorassa. Écoutez, ce qu'on peut dire, la Ligue des affaires en Côte d'Ivoire se porte très bien. Très bien, quand on voit l'attractivité reconnue par tous les grandes notations de ce monde, quand on voit aujourd'hui l'accroissement de près de 40% des investissements agréés en Côte d'Ivoire, quand on voit aujourd'hui la fréquentation assez importante de nos aéroports, on ne peut que se réjouir de dire que l'attractivité de la Côte d'Ivoire est vraiment démontrée. Le secrétaire d'État est né de la volonté du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, de faire du secteur privé le moteur de la croissance. Et c'est ce à quoi s'attelle le gouvernement du Premier ministre Amadou Gon pour pouvoir permettre d'avoir un climat des affaires sécurisé, un climat des affaires propice, un climat des affaires où la transparence existe, un climat des affaires qui permet à l'investisseur de pouvoir profiter de son investissement. Ce qu'il faut dire, c'est que depuis 2013 que le gouvernement a engagé le processus de Doing Business, nous étions classés 177e place, et aujourd'hui nous sommes à la 122e place. C'est quand même 55 grands qui ont été gagnés en 5 ans, ce qui est une performance extraordinaire. Et c'est pour la 3e fois, ces mêmes réformes, ces mêmes notations, donc la Banque mondiale, nous inscrit dans les 10 meilleurs pays réformateurs au monde, qui signifie quoi ? Qui signifie que dans le monde entier, sur les 190 économies qui ont été notées et évaluées, la Côte d'Ivoire est reconnue comme étant l'une des économies qui a le plus fait de réformes dans la quête de l'amélioration du climat des affaires. Développer et sécuriser le climat des affaires, c'est aussi ce que veulent les pharmaciens de Côte d'Ivoire. Ils en ont parlé lors de la 4e édition des Journées nationales des pharmaciens de Côte d'Ivoire. Des sujets comme la lutte contre les médicaments de la rue ont été évoqués. Et ils s'inscrivent également contre la vente en ligne des médicaments. Cheikh Koné. Ils étaient environ 450 pharmaciens venus de toutes les contrées du pays pour prendre part à ces 2 journées consacrées au décryptage des problématiques de leur profession. Au nombre de ces problèmes, la vente des médicaments de rue et le nouveau phénomène de la vente des médicaments sur Internet. Il se trouve que malheureusement, certains pharmaciens en Côte d'Ivoire ont déjà mis en place des systèmes de vente en ligne. Ce n'est pas pour le moment réglementaire, on n'a pas légiféré dessus, ce n'est pas réglementaire. Et nous estimons, et ça a été conseillé, qu'il faut qu'ils arrêtent. Dans tous les cas, une commission a été mise en place au niveau de l'ordre des pharmaciens pour réfléchir à la question, pour voir déjà qu'est-ce qui peut être fait et qu'est-ce qui ne peut pas être fait et comment encadrer ce qui peut être fait. L'Organisation mondiale de la santé estime qu'environ 50% des médicaments vendus sur Internet sont des médicaments falsifiés. En Côte d'Ivoire, ces dernières années, de célèbres sites de vente en ligne s'adonnent à la pratique sans aucun test réglementaire en la matière. Autre point abordé, la décentralisation des pouvoirs de l'ordre des pharmaciens dans plusieurs zones stratégiques du pays, et également la mise en route de l'autorité de régulation en vue d'assainir la profession. Je pense qu'au niveau de la mise en place de l'AIRP, la profession a pu être informée de cette autorité de régulation et donc nous attendons nos politiques de sorte que cette autorité soit mise en place effectivement. Au total, 9 conférences, 4 panels et plus de 10 communications ont été animées. Les participants ont salué la qualité des interventions. C'était des journées très constructives. Il y a eu beaucoup d'échanges qui ont été faits. Nous avons retenu l'essentiel pour nous en tant que laboratoire pharmaceutique, ce que nous devrons faire pour aider les pharmaciens, surtout dans la lutte contre les médicaments illicites et tout. La décentralisation est importante et bien pour la profession parce que ça permet de traiter tous les aspects dans toutes les localités de la Côte d'Ivoire. Le secteur pharmaceutique ivoirien compte 5 industriels, 4 grossistes répartiteurs, plus de 800 officines de pharmacie pour un peu plus de 300 milliards de francs CFA de chiffre d'affaires réalisés chaque année.
Pour la lutte contre le paludisme, les États-Unis offrent à la Côte d'Ivoire 13 milliards de francs CFA en médicaments. La première tranche de ce don est composée de 42 000 médicaments pour la prise en charge et la prévention. Elle a été remise aux autorités sanitaires ivoiriennes. Franck Quadio. Ce geste marque le démarrage effectif des interventions du gouvernement américain dans la lutte contre le paludisme en Côte d'Ivoire. Ce carton, réceptionné par le directeur de cabinet du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, est un échantillon de 42 000 médicaments que la présidence américaine vient de mettre à la disposition du Programme national de lutte contre le paludisme. Cette action, la première d'une série de dons, s'inscrit dans le cadre de l'obtention du financement du PMI, initiative présidentielle américaine. Nous fournissons les médicaments et aussi les moustiquaires imprégnées. Nous soutenons les activités de la Côte d'Ivoire parce que, comme je disais, le palud c'est évitable, donc il faut l'éviter. À terme, ce sont des millions de médicaments de prise en charge et de prévention du paludisme d'un coût global de 13 milliards de francs CFA que le gouvernement américain mettra à disposition des autorités ivoiriennes pour l'année 2018. Cette subvention qui va favoriser des actions comme la pulvérisation intradomiciliaire et la prévention chez la femme enceinte permettra d'obtenir un meilleur impact des interventions. Avec leur arrivée, aujourd'hui, nous allons saturer toute la Côte d'Ivoire en matière d'intervention de lutte contre le paludisme. Parce qu'ils vont nous aider en matière de prise en charge communautaire, en matière de prise en charge curative et en matière de prévention et de communication sur la lutte contre le paludisme. C'est donc l'effectivité, je dis bien l'effectivité du droit d'accès aux médicaments pour la population ivoirienne. C'est important. En Côte d'Ivoire, les décès liés au paludisme sont passés de 4 431 en 2016 à 3 222 en 2017. Un progrès qu'il faut poursuivre, d'où l'intérêt de la mobilisation des ressources nationales et internationales matérialisées aujourd'hui par l'implication de la présidence américaine dans la lutte contre le paludisme. L'Union africaine de radiodiffusion mène des actions en vue de donner à la jeunesse africaine un meilleur accès aux grands événements, surtout sportifs, et cela grâce à l'audiovisuel. Une journée de réflexion stratégique des directeurs généraux membres de cette union s'est tenue à Abidjan. Amadou Ouattara nous en fait le point. Les enjeux de la retransmission des événements constituent une réelle préoccupation pour le service public de l'audiovisuel africain. Au-delà de la privation de diffusion des événements tenus sur le continent, certains médias font des pertes évaluées entre 800 millions et plus d'1 milliard de francs CFA au niveau de la publicité. Les radiodiffuseurs publics, c'était un contenu de 32 matchs, alors que le public voulait 64 matchs. Et les 32 matchs étaient au choix. Et ce sont eux qui proposaient des matchs pour nous. Alors pratiquement l'achat des droits de la Coupe du Monde 2018, ça a été complètement, pour notre cas, un échec. C'est pour résoudre cette équation que l'Union africaine de radiodiffusion, UAR, multiplie les réflexions. La présente rencontre tenue à Abidjan s'est penchée sur les droits de retransmission des événements sportifs. Au regard de l'explosion de ces droits, de leur complexité et de la priorité accordée aux télévisions payantes, il nous revient de réagir, non pas seulement pour nous, télévision nationale, mais surtout pour nos États, dont certains assument pour de lourdes sommes le coût de certaines licences dans les budgets nationaux que nous connaissons. Pour les membres de l'UAR, il y a des avancées notables. Nous avons pu obtenir une première résolution qui a été votée par les ministres de la Communication et des Télécommunications de l'Union africaine à Addis Abeba en septembre 2015. L'essai a été ensuite transformé par les chefs d'État le 31 janvier 2017 à Addis Abeba, où les chefs d'État ont non seulement soutenu la position de l'UAR pour permettre aux télévisions et aux radios publiques d'obtenir des droits de retransmission sportifs à des coûts qui soient acceptables afin d'arrêter de priver de larges pans, pour ne pas dire l'entière majorité, la plus grande partie de la population africaine de suivre les grandes compétitions sportives. Les droits des événements sportifs, qui étaient fixés en 2013 à 650 millions de francs CFA, ont connu une hausse de 26% en 2013.
À l'occasion de la Coupe du Monde 2018, les pays d'Afrique subsaharienne ont eu droit à diffuser 50% des matchs. Une seule journée pour célébrer la Bissa 2018 et c'était hier samedi à Grand-Bassam. Il n'y a donc pas eu la réjouissance populaire comme à l'accoutumée. Les organisateurs ont privilégié le côté traditionnel afin de permettre une célébration normale l'année prochaine. Des explications dans ce sujet proposées par Herman Niamia. À Bissa 2018, comme annoncé, l'Indongbole, le tam-tam sacré, est sorti pour les festivités marquant le nouvel an du peuple Nzima Kotoko. Mais cette édition, loin des réjouissances populaires, a été totalement consacrée à la célébration traditionnelle. L'Indongbole n'a donc pas été installé sur la place de la Bissa. Les batteurs ont plutôt tapé le tam-tam au cours d'une procession de 3 tours allant de la place à Bissa jusqu'à la plage du village. Dans la tradition, lorsque on décide de faire la Bissa en un jour, la famille détentrice du tam-tam fait un rituel pour permettre d'éloigner les calamités. Donc vous avez pu voir qu'on avait prévu que ce soit à 16 h. Donc ce rituel a pris beaucoup plus de temps que prévu avant que le tam-tam ne sorte. Donc après ce rituel, il fallait que le tam-tam sorte et rentre avant la nuit tombée. Et le rituel qui se passe après, c'est-à-dire donc la partie publique, aurait pris beaucoup de temps. Donc la famille, Mavile, Mafley, ont décidé, plutôt que de rallonger la partie publique qui aurait permis au peuple de danser, a décidé qu'il fallait en arrêter là, donc avoir fait le minimum qui permette d'éloigner les calamités du peuple. Nous sommes vraiment obligés de taper sur le tam-tam pour que l'année prochaine, on puisse organiser encore mieux la Bissa dans la fraternité. Le roi n'est pas sorti. La place des officiels est donc restée vide. La danse populaire aussi n'a pas eu lieu, au grand désarroi des nombreux festivaliers qui ont effectué le déplacement. C'est ma toute première fois, mais je suis dessus. Parce que chez moi, je m'attendais à un autre truc, ça allait bien se passer, mais depuis nous sommes venus, il n'y a rien qui se passe. On nous dit qu'ils sont en train de tout débrancher, donc on ne comprend plus rien. J'ai l'habitude de participer à la Bissa. Bon, cette année, c'est un peu bizarre, quoi. Les données ne sont pas les mêmes, donc un peu déçu, quoi. Une édition de la Bissa assez particulière. Les organisateurs précisent qu'il le fallait pour éviter que la fête ne se tienne dans 5 ans, comme le recommande la tradition. Dernière articulation de ce journal, le 7 sur 7, la capsule d'information qui revient sur les faits marquants de l'actualité de la semaine à travers le monde. Premier arrêt, le Gabon. La présidence donne des informations sur l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba. Olivier Iriebi et Abou Sanogo. Deux immeubles dont les installations sont vétustes se sont effondrés lundi en plein centre de la ville de Marseille en France. Le bilan fait état de 8 morts. Des opérations d'évacuation et de relogement des personnes habitant les immeubles dégradés sont initiées par des organisations et les autorités publiques et locales. La Chambre des représentants du Congrès américain est passée sous le contrôle des démocrates à l'issue des élections mid-term tenues le mardi aux États-Unis. Le Parti démocrate a pris le contrôle de la Chambre des représentants avec 229 sièges contre 206 pour les républicains. Les républicains conservent le contrôle du Sénat américain avec 53 sièges contre 43 pour les démocrates. Les autorités camerounaises ont annoncé mercredi la libération des 79 élèves enlevés lundi dans une école presbytérienne de Bamenda dans le nord-ouest anglophone. Toutefois, les conditions dans lesquelles leur libération a été obtenue n'ont pas été précisées par le gouvernement. La libération de ces écoliers intervient un jour après la prestation de serment de Paul Biya. Décombres fumants, voitures réduites à des carcasses. Les pompiers continuent de lutter contre les incendies qui ont déjà fait 25 morts et détruit des milliers de maisons en Californie. Depuis jeudi, plus de 6700 bâtiments, en majorité des maisons d'habitation, ont été consumés par l'incendie baptisé Camp Fire. Plus de 2500 personnes ont reçu l'ordre d'évacuer leur domicile. Au moins 41 personnes sont mortes dans l'explosion de 2 voitures piégées placées par les islamistes Shebab et d'un kamikaze à Mogadiscio. Le drame se produit vendredi près d'un hôtel très fréquenté au centre de la capitale somalienne. Selon la police locale, 106 personnes ont été blessées dans cette attaque.
Plusieurs d'entre elles ont succombé à leurs blessures. 4 assaillants Chibab ont été tués par les forces de sécurité et d'autres mis aux arrêts. L'épidémie de virus Ebola, qui sévit depuis août dans l'est de la République démocratique du Congo, a fait 201 morts, selon un bilan communiqué hier samedi par les autorités du pays. Selon le ministre congolais de la Santé, la riposte sanitaire est entravée par les attaques de groupes armés dans cette région riche en minerais. Le nombre de personnes touchées par le virus Ebola s'établit désormais à 326, dont 291 confirmés et 35 probables. La présidence gabonaise a reconnu implicitement dimanche 11 novembre la gravité de l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba, hospitalisé à Riyad en Arabie Saoudite, en affirmant qu'il est en phase de recouvrement de la plénitude de ses facultés physiques. Depuis son hospitalisation le 24 octobre, l'état de santé du président Ali Bongo Ondimba s'est nettement amélioré selon le porte-parole de la présidence. Et voilà qui met fin à ce 20h. Merci de l'avoir suivi. Bonsoir à tous.